Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans ce 13h. Remobilisation contre le VIH-Sida, la Côte d'Ivoire veut atteindre l'élimination de la pandémie d'ici 2030. Le vice-président Tiemoko Melia-Kone en appelle à l'engagement de tous lors du 10e Conseil national de lutte contre le sida en présence de la directrice exécutive de l'ONU-Sida. On en parle en début de journal. En Côte d'Ivoire, les accidents de la circulation repartent à la hausse. En réaction, une campagne cible les conducteurs professionnels pour les sensibiliser aux dangers de l'alcool et des stupéfiants au volant. L'opération a touché Sangon, Dabou et Yopougon. Nous irons sur place dans cette édition avec Carmel Dia. À football, saison 2024-2025, la Fédération ivoirienne de football débloque une enveloppe de 115 millions de francs CFA pour soutenir les clubs engagés en compétition africaine. Le Stade d'Abidjan, la SEC Mimosa, la FAD et le FC San Pedro sont les bénéficiaires de ce soutien financier. La Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté d'en finir avec le VIH-Sida. Hier au palais de la présidence de la République, le vice-président Tiemoko Melia-Kone a appelé à la mobilisation totale pour atteindre l'élimination de la pandémie d'ici 5 ans, avec 407 000 personnes encore concernées, dont une majorité de femmes. Le défi reste immense, mais la présence de l'ONU-Sida donne une portée internationale à l'engagement ivoirien. Je vis avec le VIH depuis 32 ans. Je ne dis pas 32 mois, je ne dis pas 32 jours, 32 ans. Il se présente ce jeudi comme le visage de la victoire de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Avec son épouse et leur fille, ils ont pu briser la chaîne de transmission. Toutes les initiatives prises en Côte d'Ivoire, appuyées par nos partenaires, ont sauvé des vies. Je suis la preuve tangible. Mon épouse et moi avons eu une fille. Elle, à son tour, a mis mon petit-fils au monde. Nous sommes de la génération SIDA, eux, ils sont une génération sans SIDA. À ce jour, 407 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire, dont 65% de femmes. En chiffres, la prévalence est passée de 1,7% sur la tranche 15-49 contre 1,82% en 2022. Nombre de nouvelles infections fin 2024, 8 209 contre 8 978 en 2022. Baisse notée aussi pour les décès liés à la maladie, 8 366 contre 9 952 en 2022. Malgré ces résultats encourageants, les défis demeurent et il s'agit de la question des populations vulnérables que sont les jeunes, les adolescents, des femmes qui continuent de s'infecter. La prévalence du VIH-Sida est plus élevée dans certaines agglomérations urbaines et les grands pôles agroéconomiques de l'intérieur du pays. La persistance de la transmission mère-enfant du VIH, pour laquelle nous devons accorder une attention particulière. Le faible niveau de dépistage des hommes, la diminution des financements extérieurs pour la lutte contre le sida qui a occasionné un déficit financier à combler au cours de l'année 2025 et après. Face à ce défi, des perspectives, le renforcement de la sensibilisation de proximité, la vulgarisation des moyens de prévention, le renforcement du dépistage pour les hommes, la mobilisation de ressources. Des efforts importants que salue la directrice exécutive de l'ONU-Sida, Winnie Byanyima. Votre engagement à mettre fin au sida d'ici 2030 est non seulement une source d'inspiration pour la région, mais aussi une source d'espoir pour le monde entier. Saluons les victoires acquises par la vision du chef de l'État Alassane Ouattara. À ses côtés, la première dame, ambassadrice de l'ONU-Sida. Le vice-président note les réformes engagées pour une meilleure résilience du système de santé, une contribution plus importante des ressources domestiques. Le président de la République, fidèle à son engagement, a donné des instructions pour que l'État prenne le relais dans la couverture des besoins essentiels, notamment les gaps dégagés par le retrait partiel de certains partenaires. Cette volonté politique s'est concrétisée par la restructuration en cours du Fonds national de lutte contre le sida, en vue de lui conférer une nouvelle ossature
de renforcer ses attributions et d'élargir son champ d'action à d'autres pathologies et urgences de santé publique. L'État de Côte d'Ivoire a également pris la décision d'intégrer les personnes vivant avec le VIH dans le dispositif de sécurité sociale à travers la couverture maladie universelle, la CMU. Le vice-président lance un appel à la responsabilité. Je lance un appel à la remobilisation collective et plus particulièrement à notre jeunesse, afin qu'elle s'engage activement à adopter et promouvoir des comportements responsables face à cette pandémie. La rencontre a été l'occasion de plusieurs distinctions dans l'ordre de la santé publique pour les actions entreprises en faveur de la lutte contre le VIH-Sida. Un reportage signé Alexis Ouedraogo et Jérôme Beugri. Les infirmiers prennent les rênes de leur profession. Ces professionnels du soin veulent aussi être des modèles d'éthique et d'excellence. Place à un nouveau chapitre donc de leur histoire professionnelle. Le Conseil national de l'Ordre des infirmiers et infirmières a officiellement été installé sous le regard du ministre de la Santé. Une gouvernance nouvelle pour renforcer la formation, la discipline et la qualité des soins. Le témoignage de Loseni Sissé et Souleymane Doni Songo. Il prête serment devant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, aussi bien devant leur père. Par cet acte, il s'engage à renforcer l'éthique, la compétence et la probité dans le secteur de la santé. Il compose au total 20 membres du bureau du Conseil national de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Il prévoit une tournée nationale afin d'encourager une massive adhésion en leur sein. Notre engagement va consister à assurer la surveillance et l'organisation de l'offre des services infirmiers en garantissant un accès de qualité à la population. Une occasion pour la tutelle de les exhorter à plus d'ardeur. Chers membres du bureau de l'ordre, en prêtant serment aujourd'hui, vous vous engagez solennellement devant la nation et vous devenez les garants de l'éthique et de la rigueur, les architectes d'une profession moderne, responsable et respectée. Je vous exhorte donc à faire preuve de leadership, d'écoute et d'intégrité. Soyez proches de vos pairs, ouverts et fermes dans la défense des principes. L'événement marque une étape importante dans la carrière de ces impétrants et ouvre la voie à une meilleure prise de conscience dans la profession des médecins. On passe à autre chose à présent. Face à l'invasion des produits contrefaits, les douaniers se dotent d'armes nouvelles et passent à l'offensive. Pendant 2 jours à Treichville, ils renforcent leurs compétences grâce à une session pratique sur la détection des marchandises illicites. L'objectif, c'est d'assainir les marchés et protéger les consommateurs. L'initiative est portée par la cellule nationale de lutte contre la contrefaçon. Yona Dianhoré, Didier Nguessan, reportage. Des cartons de produits médicaux contrefaits sont saisis par la douane ivoirienne, notamment le groupe d'intervention rapide d'Abidjan. Une saisie rendue possible grâce au renforcement des compétences des douaniers sur les techniques de détection des produits contrefaits. Portée par la cellule nationale de lutte contre la contrefaçon, cette formation vise à consolider la coopération avec les services douaniers. Cet atelier de contrefaçon vient renforcer le partenariat entre la douane et le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Il vise aussi à mettre en liaison les entreprises qui sont victimes de contrefaçon avec la douane pour pouvoir mieux présenter les fléaux dont ils sont victimes. Entre cas pratiques et échanges d'expériences, les participants affinent leurs réflexes. Objectif, sécuriser davantage les frontières et assainir le marché. Nous sommes ce qu'on appelle le pôle opérationnel au niveau de la lutte contre la contrefaçon. Il faut à chaque fois que nous puissions renforcer nos capacités pour être mieux opérationnels, pour lutter efficacement contre ce fléau. De son installation en 2015 à ce jour, la cellule nationale de lutte contre la contrefaçon a enregistré environ 17 milliards de francs CFA de produits contrefaits saisis sur le marché ivoirien. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur du phénomène, mais aussi de l'urgence à rester en alerte.
Les petites et moyennes entreprises, moteurs discrets mais puissants de notre économie, seront à l'honneur fin juillet. Ici à Abidjan, la 11e édition des Journées nationales de promotion des PME met l'accent sur la digitalisation, l'innovation et l'entrepreneuriat inclusif. C'est un événement stratégique pour booster la compétitivité des jeunes et des femmes. On retrouve Yona Dianré et Jean-Louis Bangbo. Initiée par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, la 11e édition des Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises, JNP-PME, réunira entrepreneurs, experts et institutions. Un rendez-vous stratégique pour penser l'avenir des PME. Les dates 28 et 29 juillet. Et cette année, ça se fera au niveau du Sofitel Hôtel Ivoire. Et le thème choisi cette année, innovation technologique, transformation digitale et entrepreneuriat féminin juvénile. 2 points, clés de l'émergence économique ivoirienne. 2 jours de conférences, d'ateliers pratiques et de networking autour de l'innovation technologique, de la transformation digitale et de l'entrepreneuriat féminin et juvénile. Nos journées donc, de cette année, c'est donc de permettre l'intégration numérique au soutien des femmes et des jeunes entrepreneurs dans leur effort pour s'adapter à la révolution numérique. Avec plus de 3000 visiteurs attendus, les Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises 2025 visent à mettre en avant les capacités locales tout en favorisant une croissance durable et inclusive. Créer des ponts entre les jeunes et le marché du travail, c'est tout le sens de la 2e foire nationale de l'emploi et du recrutement. Le ministère de la Jeunesse veut faire de cette plateforme un levier d'insertion pour les milliers de jeunes à la recherche d'opportunités. Un rendez-vous majeur pour transformer les CV en emploi. On en sait plus avec Aminata Sanogo et Sephora Zeki. 62 052, c'est le nombre d'opportunités d'insertion déjà recensées à quelques jours du lancement effectif de la 2e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Une nette progression comparée aux 53 921 opportunités mobilisées lors de la première édition. L'Agence Emploi Jeunes assure l'organisation technique de ce projet. Son administrateur présente les grandes lignes du dispositif. On aura 2 grandes dates importantes, du 24 au 26 dans le district d'Abidjan et à partir du 29 au 31 juillet dans toutes les 26 régions où sont implantées nos agences régionales. L'autre élément aussi, c'est la digitalisation que nous mettons en place. Donc on fait en sorte que les offres soient directement accessibles avant de venir au salon. Ça permet de faire une meilleure préparation à ces jeunes. Face aux résultats probants des éditions précédentes, le gouvernement relance l'initiative avec une nouvelle approche. La particularité de cette seconde édition, c'est qu'on quitte Abidjan pour s'étendre dans toutes les régions du pays. Puisque la première fois a eu lieu à Abidjan, vous avez même vu beaucoup de jeunes qui ont dû quitter Bundiali, Mans pour venir à Abidjan. Et donc les antennes régionales de l'Agence Emploi Jeunes seront mises en contribution, souvent en partenariat avec les mairies ou les conseils régionaux, pour accueillir en même temps, dans toutes les régions, les jeunes donc à la recherche d'une opportunité. L'État engage un budget de 17 milliards de francs CFA pour ce projet. Le ministère insiste sur la nécessité de renforcer le lien entre offre et demande à travers cette initiative désormais territorialisée. Elle brille en chiffres et elle brille aussi en ambition. Les jeunes lauréates du concours Miss Mathématiques ont été célébrées lors d'une cérémonie forte en symbole. Un coup de projecteur sur la féminisation des filières scientifiques et un plaidoyer pour l'égalité des chances dans l'éducation. Epiphane Zorobibalo, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, était l'invité d'honneur de cette cérémonie. Elles sont jeunes, brillantes et passionnées de sciences. Les lauréates du concours Miss Mathématiques étaient à l'honneur ce jeudi à Abidjan. Je suis vraiment très surprise d'avoir été nominée Miss Mathématiques Terminale C 2025. Je ne m'y attendais pas. Je conseille à toutes les jeunes filles de surtout croire en Dieu et de donner le meilleur d'elles-mêmes. Les mathématiques ne sont pas si loin que ce qu'on puisse penser. En fait, elles sont juste à la porte. La Côte d'Ivoire compte environ 51% de femmes. Nous savions donc que
nous ne pourrons pas nous développer avec les seuls hommes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé le concours Miss Mathématiques pour d'abord créer un environnement de travail, de compétition dans nos établissements secondaires pour leur permettre de mettre leurs compétences scientifiques et mathématiques au service du développement de notre pays. Un message appuyé par le ministère de l'Éducation nationale, déterminé à susciter l'intérêt des jeunes filles pour les filières scientifiques. Nous sommes là pour montrer tout notre soutien à la Société mathématique de Côte d'Ivoire pour l'initiative qu'elle a prise d'organiser le concours de Miss Mathématiques pour encourager les jeunes filles à s'engager dans les filières scientifiques. Pour l'ancien Premier ministre Patrick Hachi, les sciences sont aujourd'hui incontournables dans nos sociétés. Je n'ai jamais vu une fille qui a fait un bac C dont on me dit qu'elle est assise à la maison et ne travaille pas. Ça n'existe pas. Donc c'est une porte d'entrée, je dirais, vers l'emploi. Je voudrais nous encourager tous. L'État fait sa part, mais que nous puissions être comme vous des mécènes, que nous puissions comme vous des modèles et que nous puissions inspirer les générations futures de ce que ces sciences et ces technologies nous ont permis de réussir. Miss Mathématiques, bien plus qu'un concours, se veut catalyseur d'un avenir scientifique conjugué au féminin en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Grâce Abigail Quadio avec un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Non à l'alcool au volant. Chaque accident de la route est une vie en jeu. Avec une hausse de 4% des accidents enregistrés en 3 mois, les autorités lancent une campagne ciblée. Objectif, sensibiliser les conducteurs professionnels au danger de l'alcool et des drogues au volant. Les terrains d'action, Songon, Dabou, Yopougon. Reportage, Carmel Dia, Khalil Diomandé. Carrefour Bembresso, dans la commune de Songon. Une équipe conjointe du ministère des Transports et du PNLTA, Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, sillonne les gares routières. Syndicalistes, chauffeurs et apprentis sont sensibilisés sur les conséquences de la consommation d'alcool et de stupéfiants au volant. Personne ne doit prendre l'alcool s'il a la responsabilité des passagers. C'est-à-dire que tu constates qu'un chauffeur n'est pas dans son état normal. Tu ne dois pas le laisser prendre la route. Le message est bien reçu par les principaux concernés. Votre présence ici, c'est nécessaire. Moi, je refuse ceux qui prennent l'alcool. Tu viens, tu prends l'alcool, tu ne travailles pas avec moi, ni tu ne charges pas. Si tu bois, tu dois arrêter de conduire. Si tu prends ton comprimé, tu dois arrêter de conduire. Parce que les passagers que nous transportons, c'est les familles des gens, c'est les parents des gens qui sont dedans. Dans cette campagne de prévention, les agents du PNLTA attirent aussi l'attention sur la présence de commerces de boissons alcoolisées à proximité des gares routières. C'est pas normal, c'est tellement qu'ils vont vous dire, ou bien le vendeur va vous dire qu'il ne sait pas. Mais comme on le dit, la répétition est toujours pédagogique. C'est dans ce sens-là qu'on amplifie les sensibilisations. Après Bembresso, cap sur Jacquesville et Dabou. Le procédé reste le même, distribution de flyers et conseils pratiques aux transporteurs. Si un conducteur est pris en état d'ébriété, ce conducteur s'expose à des sanctions. Entre 2 mois et 1 an d'emprisonnement ferme, entre 100 000 et 1 million. Pour les passagers, l'initiative vient à point nommé. Donc c'est une bonne décision pour pouvoir sensibiliser ces chauffeurs-là, pour éviter aussi de créer des dégâts et la mort aussi. La journée marathon de sensibilisation s'achève à la gare routière de Yopougon, rue Princesse. Le PNLTA espère réduire les accidents de la route, passés de 1408 en janvier 2025 à 1466 en mars 2025, soit une hausse de 4%. Au niveau des accidents, il a été démontré que les facteurs humains sont en première ligne. Ces facteurs humains-là, c'est le non-respect du code de la route, c'est la consommation de substances psychotropes, c'est la consommation de l'alcool au volant. Il est important de mettre l'accent sur la prévention pour que nous puissions parvenir à une Côte d'Ivoire sans accident. La campagne se poursuit jusqu'au mois d'août. Les prochaines étapes, les communes d'Adjamé, d'Abobo et d'Anyama.
Pour faire du numérique un levier d'autonomisation, la Côte d'Ivoire met les moyens. À l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, le projet Génie a été lancé avec un financement de 5,5 milliards de francs CFA. L'objectif, c'est de former 45 000 jeunes d'ici à 2027 au métier du digital et à l'entrepreneuriat vert. Nous en disent plus Loseni Cissé, Didier Nguessan, Joël Mambou et Begré Williams. La Journée mondiale des compétences des jeunes, célébrée à Abidjan. Cette édition met l'accent sur le numérique et l'intelligence artificielle, perçus comme des domaines de compétences clés pour l'autonomisation des jeunes. Je remercie déjà le gouvernement pour l'initiative parce que pour moi, la formation déjà c'est un outil. Déjà encourager des jeunes à s'investir dans l'intelligence artificielle, je crois que c'est l'avenir de demain. Étant donné que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Porté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, le projet baptisé Génie a été dévoilé. Doté d'un financement de 5,5 milliards de francs CFA, il ambitionne de former 45 000 jeunes aux compétences numériques et à l'entrepreneuriat vert d'ici à 2027. Le projet bénéficie également du soutien du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Notre vision a été clairement alignée sur celle du président de la République dans le cadre donc de la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Voilà pourquoi il était annoncé 1300 milliards de francs CFA. Ces 1300 milliards sur 5 ans, c'est la stratégie nationale d'intelligence artificielle, axée surtout sur la formation des talents. Investir dans la jeunesse, c'est aussi investir dans les infrastructures et des dispositifs innovants. À ce titre, des projets structurants tels que Smart Africa Digital Academy ont déjà permis de former 45 000 jeunes et le projet Génie dotera donc 45 000 jeunes de compétences numériques et d'entrepreneuriat vert d'ici 2027. Cette journée a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux jeunes bénéficiaires venus partager leur parcours et expérience. Du côté de Broukro-Métro, dans la région de Bouaké, l'appel à la solidarité est lancé. Là-bas, la vie de 3 familles a basculé. Un incendie violent a réduit leurs habitations en cendres, causant d'importants dégâts matériels. Pour l'heure, l'origine du feu reste inconnue, mais les victimes, elles, doivent désormais tout reconstruire. Ulrich Kouakou, Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Les membres des familles Nguessan, Kouadio et Yao sont inconsolables. Les domiciles de ces habitants du quartier Broukro-Métro de Bouaké sont partis en fumée. Selon les témoignages, l'incendie s'est déclaré aux environs de 1h du matin ce jeudi. Fort heureusement qu'aucune perte en vie humaine n'est à enregistrer. Cependant, les dégâts matériels sont énormes. Rien, absolument rien, n'a pu être sauvé. Il y a beaucoup de choses, pas quoi à la maison ici. Machine, tout est parti. Habit des gens, pain des gens. Même il y a rien qui doit faire d'autres, les pains, il y a un mois, tout est parti. On était là, spectateurs. Je sais que j'ai pu faire sortir un petit sac qui est accroché là. En attendant les résultats de l'enquête diligentée par la police nationale et le groupement des sapeurs-pompiers militaires, pour élucider les circonstances du drame, les sinistrés disent savoir la raison. 1h du matin, j'étais couché dans ma chambre là-bas, je vois qu'il y a tant de bruit. Donc il me suis dit que les gens ont laissé le robinet couler, ça qui fait ça. Après, maintenant, ma grande fille là, elle me dit que moi, il y a par la fenêtre que c'est feu. On sort, on voit feu là. Toutes les fenêtres ont pris déjà feu. Nous, on pensait au début, on a cru que soit c'est nos cuisinières ou bien les bouteilles de gaz qui sont peut-être dans la cuisine, de l'autre côté, chez la voisine, qui peut-être a été mal fermée. Pour nous, on sait que c'est le courant qui a pris le feu, peut-être soit dans le plafond. Cet autre incendie vient allonger le nombre de sinistres du même genre dans la commune de Bouaké, qui n'enregistre pas moins de 5 depuis le début de l'année 2025. L'actualité internationale à présent. Au Burkina Faso, tout d'abord, le gouvernement a décidé de dissoudre la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, une décision formalisée par un projet de loi transmis à l'Assemblée de transition. L'État veut ainsi rationaliser les charges et limiter les influences politiques ou étrangères. Désormais, c'est le ministre de l'administration du territoire qui organisera les élections. Le ministre Émile Zerbo évoque une étape vers la refondation de l'État. La CENI recevait chaque année 500 millions de francs CFA de subventions.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé une réforme majeure. Le droit de vote sera abaissé à 16 ans, une décision fondée sur le principe qu'à cet âge, on peut travailler, on peut payer des impôts, alors on peut aussi voter. La réforme entrera en vigueur dès les prochaines élections générales. Pour le gouvernement, il s'agit d'élargir la participation citoyenne. Le Parlement doit encore valider cette mesure. La décision suscite un débat sur la maturité électorale des jeunes. L'Union européenne a adopté un 18e paquet de sanctions contre la Russie, toujours en guerre contre l'Ukraine. Cette nouvelle série de mesures inclut un rabaissement du plafond du prix du pétrole russe à l'export. L'objectif, c'est réduire les revenus énergétiques de Moscou tout en maintenant la pression économique. La décision a été entérinée à l'issue d'une réunion des ambassadeurs européens. Bruxelles affirme que ces sanctions sont fortes et efficaces. Moscou dénonce des mesures hostiles. Place à présent au JT des Sports. Et Samuel Metch nous a rejoint comme tous les vendredis. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Alors, bienvenue. L'actualité cette semaine, Samuel, est surtout marquée par le basketball, avec tout d'abord l'activité du pivot ivoiro-américain Mo Bamba, le pivot ivoiro-américain donc de la NBA, Mo Bamba, qui séjourne actuellement, il faut le dire, actuellement en Côte d'Ivoire, histoire de renforcer son ancrage dans son pays d'origine. C'est clair. Le basketteur donc ivoirien Mo Bamba, qui évolue en ce moment même avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, donc en NBA, et était donc ce jeudi à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour une visite de courtoisie à son Excellence Jessica Davis-Ba et au personnel également donc de cette ambassade. Mo Bamba en a profité, Hamza, pour réaffirmer sa présence au sein du groupe des éléphants basketteurs lors du championnat d'Afrique prochain qui se déroulera donc du 12 au 24 août 2025 en Angola. Et Jean Silver nous en dit plus. Ce maillot de basketball offert par la diplomate américaine Jessica Davis-Ba à la star de la NBA, Mohamed Bamba, plus connu sous l'appellation de Mo Bamba, met en lumière les liens forts entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis à travers le sport. C'est un grand honneur et c'est aussi une responsabilité. Et n'importe où il est dans le monde, le Mali, au Maroc, il représente toujours la Côte d'Ivoire d'abord. Mo Bamba représente les meilleurs symboles en incarné de le brassage entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Né aux États-Unis avec les racines en Côte d'Ivoire, il représente les États-Unis ici en Côte d'Ivoire, il représente la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il est une des plus grands joueurs de basket dans le NBA, le meilleur ligue au monde. Il est là aussi pour être là pour encourager les jeunes ivoiriennes, les jeunes américaines pour suivre leurs rêves. L'éléphant basketteur de 2,13 m profite de l'occasion pour livrer une partie de jeu avec les employés de l'ambassade américaine. Sa précision dans les shoots à 3 points permet à sa team de remporter ce match de gala. Le mois prochain, Mo Bamba disputera en Angola sa première CAN avec les éléphants. Quelle adresse, quelle adresse. C'est clair. Elles aussi, elles préparent leur Coupe d'Afrique. Ce sont nos éléphantes basketteuses qui ont également besoin du soutien du peuple ivoirien. Effectivement, elles ont entamé leur préparation à Abidjan avec ce match face à la Guinée. Elles ont battu l'équipe guinéenne 100-52. Le groupe porté par Kariata Diaby veut aussi écrire sa page d'histoire. Hamza Diaby, elles ont lancé d'ailleurs donc un appel à la mobilisation aux supporters ivoiriens pour l'afro-basket féminin qui se déroulera pour la première fois en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août prochain. Et on va refermer cette page basketball pour passer à présent à la page football de ce JT des Sports, avec d'abord ce geste de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, à l'endroit des clubs ivoiriens qui sont engagés en Coupe africaine. La Fédération ivoirienne de football, vous l'avez dit, conduite par son président Yacine Idriss Diallo, a octroyé une enveloppe de 115 millions de francs CFA aux clubs ivoiriens engagés en Coupe africaine pour l'exercice 2025-2026. Des détails avec Jean-Baptiste Assouan.
Le siège de la Fédération ivoirienne de football, 6 à Treichville, a abrité le mercredi 15 juillet dernier la cérémonie de remise de chèques aux clubs qualifiés pour les compétitions africaines au titre de l'exercice 2025-2026. C'est une enveloppe de 115 millions de francs CFA que le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, a distribué aux clubs bénéficiaires. Ça veut dire que le champion de Côte d'Ivoire touche sa subvention de 100 millions plus 50 millions liés au titre. Mais ce n'est pas tout. Il touche 5 millions par match. Ça veut dire par tour qui va passer, il va toucher 10 millions. Donc si vous faites le calcul, vous voyez, celui qui va loin sera récompensé d'autant. Le stade d'Abidjan, champion à l'issue de la saison précédente, a reçu la somme de 50 millions de francs CFA. La SEC s'en sort avec 25 millions de francs CFA. Quand l'AFAD et le FC San Pedro bénéficient chacun de 15 millions de francs CFA. Tous ces clubs auront une prime de 5 millions de francs CFA par match disputé en compétition africaine. Quand on nous accompagne, c'est pour que nous puissions élever le niveau. Et nous pensons que c'est un signal fort que la fédération nous donne pour que nous soyons capables de relever le niveau au plan africain et donc de passer obligatoirement les premiers tours. À ces récompenses s'ajoute aussi une prime de 24 millions de francs CFA octroyée par la Confédération africaine de football pour alléger les coûts de déplacement de ces équipes entre les différents pays. Juste dire pour finir que la CAN féminine se déroule au Maroc et à partir d'aujourd'hui, on aura les quarts de finale. La première affiche, c'est Nigeria-Zambie et à suivre sur la 3. Merci. Merci beaucoup. Samuel Metch. Voilà donc pour le JT des Sports. Cela marque aussi la fin de ce 13h. 13h accessible aux sourds et aux malentendants grâce à notre interprète Assi Achimark.